Bonjour. Aujourd'hui, on va parler du rapport entre le- le- la mort de l'ancien et la naissance du nouveau. Je m'explique, c'est-à-dire que la spécificité du monde arabe, d'après mon expérience, consiste à ce que des fois, il y a des gens qui vont vite dans leurs conclusions sur la façon dont ils se prononcent, comme quoi ça c'est fini, on fait quelque chose de nouveau, etc. Et à chaque fois ça se répète. Et donc, c'est, ils ne se posent même pas la question que l'affaire de la naissance du nouveau n'est pas automatique. C'est pas parce que l'ancien a fait faillite, ça ne veut pas dire qu'il est mort. Et le nouveau a du mal à démarrer. Et ça, c'est une hypothèse qui remonte à loin et qui peut s'appliquer à plusieurs niveaux. Si je prends par exemple la polémique actuelle sur est-ce que l'Iran s'est révolu son règne dans le monde arabe, à écouter les médias et les gens qui sont impliqués dans cette affaire, on entend des choses contradictoires, c'est-à-dire les sympathisants de l'empire iranien, de l'empire perse, essayent de dire qu'ils ont perdu une bataille, mais ils n'ont pas perdu la guerre. Ils ont beaucoup d'atouts encore entre leurs mains pour récupérer ou pour réoccuper le terrain perdu. Que ce soit au niveau du Liban, que ce soit au niveau de la Syrie, surtout au niveau de la Syrie, que ce soit au niveau de ce qui s'annonce maintenant pour l'Irak. Ce sont les branches essentielles de l'Empire perse. Donc, on entend un discours qui existe encore et qui parle de ce n'est que partie remise et que rien ne va changer. Et on mélange ici le simulacre avec le réel. Mais c'est pas si simulacre que ça, puisque justement, dans le jeu des puissances, apparemment, il n'y a pas un seul point de vue unifié sur ce qu'on va faire, que ce soit de l'Iran, que ce soit des alliés américains, des alliés arabes des États-Unis, qui reprennent maintenant leur vitalité. On a vu le roi de l'Arabie saoudite en train de danser au sabre devant Trump à 90 ans. Ça s'annonce mal déjà. si c'est ça la relève, il faut se poser des questions. On voit même plus, par exemple, que Macron, qui est un baromètre pour moi dans les relations internationales, non pas pour sa brillance en matière de relations internationales, mais pour sa mobilité
c'est-à-dire, comme on dit, suis Macron et tu vas savoir où ça se passe, où est l'argent et comment ça s'articule les nouveaux rapports de force. C'est dans ce sens que je dis c'est un baromètre parce que ça reflète un certain dynamisme d'être très actif. Mais on se demande s'il dort la nuit. Et on ne voit jamais d'autres acteurs français, à part lui, qui est toujours déjà là. Je donne un exemple. La dernière fois, à l'approche d'un accord avec l'Ukraine, ou sur l'Ukraine, annoncé par Trump, et comme quoi il va y avoir un sommet entre Trump et Poutine pour s'orienter vers une nouvelle stratégie des États-Unis vis-à-vis de ce conflit, et ça touche de près l'Europe. On a vu Macron s'activer, juste il a convoqué un congrès d'urgence pour les pays européens. Il a sonné l'alarme. Et pour s'impliquer dans cette solution, alors qu'il savait qu'une solution de paix, ça allait à l'encontre de sa politique, au moins avec son axe avec l'Allemagne, de miser beaucoup d'argent et de miser beaucoup de force pour défendre Zelensky et l'Ukraine. Et malheureusement pour lui, il a eu 19 abstentions des gens qu'il a convoqués, surtout les pays européens de l'Europe de l'Est et de l'Europe centrale, qui sont sous le feu, à part la Pologne qui est limitrophe de l'Ukraine, qui a répondu présent à son appel. Mais les autres se sont abstenus parce qu'ils savent ce que c'est que s'affronter à Poutine. Et donc il s'est retrouvé, lui qui voulait la carte européenne avant d'aller voir Trump, pour dire je parle au nom de l'Europe, il s'est retrouvé avec pratiquement sur les 27 pays européens, avec 8 qui étaient là, ouais, c'est ça. Et en plus, c'est ajouté à ça l'Angleterre. C'est comme si... Bon, ça donne une idée que il s'active. Et le lendemain même, on le voit demander d'urgence de se réunir avec Trump, avec dans sa poche, non pas l'Europe cette fois-ci, mais l'Angleterre. Et Trump n'a pas hésité à lui rappeler que ce que tu as dans la poche, c'est à moi, c'est pas à toi. L'Angleterre, c'est une vieille histoire d'amour avec les États-Unis. C'est pas Macron qui va vendre ça aux Américains. Bref, il a tenu à faire entendre sa voix, comme quoi il a conseillé à Trump qu'il faut que la paix avec Poutine ne doit pas signifier reculer devant Poutine. Et il a tenu compte de ça, Trump. C'est-à-dire que... mais par exemple, lorsqu'il y a eu vote au Conseil de sécurité sur la proposition américaine
et les Russes étaient d'accord avec ça. Il n'a pas employé son veto, ni lui ni l'Angleterre, pour arrêter ça. Ça n'empêche pas maintenant de faire un grand bruit comme quoi il se révolte contre l'hégémonie américaine. Bref, c'est un baromètre, donc j'ai donné ça comme exemple, comme quoi suivre le rapport de force en suivant le mouvement qui s'arrête jamais de M. Macron est très utile dans cette affaire, est très utile par rapport au monde arabe, surtout dans le dossier libanais, parce qu'il me semble que Macron a joué un rôle essentiel à précipiter l'élection de Joseph Aoun. Et je ne dirais pas qu'il a joué un rôle dans la désignation de Nawaf Salam, même s'il fait semblant ou qu'il insinue. Mais c'est plus compliqué que ça. Et en gros, au moins on a appris par Walid Jumblat, à l'époque, et je l'ai mentionné dans une des capsules, que Macron l'a convaincu de ne pas attendre l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche pour se lancer dans l'affaire de la présidentielle libanaise. Et c'est ce qui est arrivé. Et c'est ce qui a expliqué plus tard que, une fois à la Maison-Blanche, l'équipe Trump était réticente vis-à-vis de ce gouvernement. Une façon de dire, s'il est capable, Trump, de prendre aux Européens une cause comme celle de l'Ukraine, ils ont joué avec pour pas mal de temps, il est capable, si Macron considère que le Liban c'était son jouet, de nous faire le même coup. C'est pas parce que c'est quelqu'un qui travaille directement, c'est l'inattendu, on a parlé de son aspect populiste, etc., et par qui il est entouré. Et tout de suite, c'est là où je reviens au thème de l'ancien et le nouveau. On a eu affaire à un gouvernement qu'on a applaudi et tout, vu dans quel état on était, je parle du Liban là, et que tout le monde s'attendait à un changement. Et ça, le changement, on en a connu. C'est déjà, Aoun et son gendre nous ont promis un changement aussi. Ils ont appelé leur parti le parti du changement et de la réforme. Les messieurs qui sont devenus ministres maintenant dans le gouvernement, ils sont là au nom du 17 octobre, la révolte qui a eu lieu à Beyrouth à l'époque et qui voulait d'un changement aussi. Et là, ils se sont calmés, apparemment. Ils ont parlé d'un état de droit et j'ai essayé dans quelques capsules à démontrer ou à lancer un débat, qu'est-ce que j'entends par état de droit. Mais apparemment, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de relations internationales. Et tout d'un coup, disons, parlons pas de ça parce qu'il y a d'autres urgences actuellement, parce que la chose se passe un peu plus vaste que le Liban. À commencer par les Arabes, c'est-à-dire si l'Iran appartient déjà au passé, comme le croient les pays du Golfe, sinon pourquoi
ils dansent et applaudissent l'arrivée de Trump. C'est quoi le nouveau? C'est-à-dire, je veux bien, moi, enterrer l'ancien, mais on va le remplacer par quoi? Si c'est le même orientalisme qui va se jouer par rapport à ces pays arabes, si, par exemple, ils maintiennent leur proposition d'un État, pas les deux États dans la région, alors que ce qui se joue entre Trump et Netanyahou n'a rien à voir avec ça. Les plans d'Abraham, c'est pas prévu dans le programme un État palestinien pour qui que ce soit. Si c'est le nouveau des pays du Golfe, tout le monde compris là, on ne va pas nous faire croire qu'il y a une grande différence dans ce cas entre la politique de Mohammed Ben Salman ou la politique de Mohammed Ben Zayed ou le Qatar qui garde un pied avec le Shara en Syrie et un pied avec l'Iran. C'est pas vrai que le Qatar a coupé ses liens. Et dans ce cas, on s'est demandé qui a proposé le nom de Miqati pour renouveler son gouvernement lorsqu'il dormait la veille de la désignation d'un Premier ministre. Il était sûr que c'est lui qui va renouveler son gouvernement. Ah ben, il avait l'appui de quelqu'un là, surtout pas de moi, mais il y avait des États derrière ça. Et ça, on en a parlé. Donc, la question qui se pose entre l'ancien et le nouveau, est-ce que, la première question, si on suppose que l'influence iranienne, et ce n'est pas encore achevé, sur le monde arabe, l'influence néfaste, évidemment, est-ce que ça donne naissance aux vieilles disputes arabes et leur division entre axes, ce qui donne une marge de manœuvre à des États clients comme le Liban, comme la Jordanie, etc., d'aller jouer, tout à fait comme Macron, entre l'Arabie saoudite, les Émirats et le Qatar. Est-ce que c'est le cas? Ou c'est encore tôt de dire que cet axe-là a gagné? Il n'y a rien de gagné, surtout avec Trump. Il y a redistribution des cartes en attendant surtout Netanyahou qui apparemment a le monopole de force de frappe et de changement entre les mains des États-Unis. Et ça, on en parle moins. Et ça, c'est quelque chose qui fait partie également du récit ou du discours actuel de Hezbollah, ou ce qu'il en reste, de dire j'ai perdu une bataille mais j'ai pas perdu la guerre. Il y a quelque chose, mis à part le bilan néfaste de comment Hezbollah a géré le pays, mais sur ce point, ils peuvent dire bon, quelles que soient les conséquences, qu'on était fautif ou pas, en faisant appel à une nouvelle occupation israélienne, maintenant il y a un fait accompli, et ça c'est spécifiquement iranien. Il y a une partie du Liban qui est occupée, et personne ne garantit que si ça va s'élargir ou pas.
Et si le gouvernement actuel s'engage à défendre la patrie au nom de l'armée, ben, ce gouvernement compte sur qui? Qui est le garant de ça? Et on sait très bien que se battre contre Netanyahou, c'est se battre contre les États-Unis. Est-ce que la garantie dans ce cas, c'est Macron? Qu'est-ce qu'il peut nous faire? Et Macron, est-ce qu'il peut sauver Zelensky maintenant pour sauver le gouvernement libanais? Ça, c'est des questions sérieuses qui ne peuvent pas être résolues par des rhétoriques comme quoi on va employer toutes les pressions diplomatiques pour libérer la patrie et demander à Netanyahou de se retirer. Mais quels sont les moyens diplomatiques et autres disponibles en termes d'alliance sur le plan international? Ça, c'est des questions que les gens se posent et qui sont exactement dans l'espace de le passé qui refuse de disparaître et le nouveau qui refuse de faire son apparition. Merci.